Hugo, c'est quoi ta journée type? À quoi est-ce que ça ressemble réellement? À quoi ressemblent tes journées? Et hop là, ta ta ta. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, petite vidéo aujourd'hui, toute petite vidéo, parce qu'en fait, on va tout simplement ensemble aller regarder un petit peu mon emploi du temps sur une journée. En fait, il y a pas mal de personnes qui se questionnent, qui font ouais, mais en fait, Hugo, c'est quoi ta journée type? À quoi est-ce que ça ressemble réellement? D'être dans le e-commerce, d'avoir une agence web, à quoi ressemblent tes journées? Alors déjà, effectivement, la première réponse à cette question, c'est que la plupart de mes journées ne se ressemblent pas. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des nouveaux trucs à faire, il y a toujours des projets qui vont se développer. Il y a malgré tout des choses qui y reviennent régulièrement, on va en parler. Mais globalement, c'est vrai que j'ai pas non plus... Enfin voilà, mes semaines, c'est pas toujours les mêmes. Selon les enjeux du moment, selon les problématiques du moment, on fait pas toujours la même chose. Et donc là, bon, là il est 9h, je reviens du sport, je suis chez moi parce qu'aujourd'hui il y a une intervention d'un mec qui vient checker le gaz. Donc je tourne depuis chez moi et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire une petite vidéo. C'est un petit format qu'on aura qu'à appeler, je sais pas, dans ma vie ou dans mon quotidien, ou la super vie d'un entrepreneur pas encore millionnaire, mais qui essaie de le devenir, enfin un truc un peu comme ça. Avec voilà, un format court où finalement on fait le point sur les différents trucs que je fais dans une journée. Et du coup, on peut y aller tout de suite. Donc pour être précis, on est le 27 juin. Si vous voyez cette vidéo, a priori, c'est qu'on est plutôt un mois après, étant donné qu'on a de l'avance sur nos plannings de vidéos. Donc la première action que je dois faire aujourd'hui, au-delà de tourner cette vidéo-là du coup avec vous, et du coup de vous finalement réciter ma to-do list, je dois réaliser une newsletter pour ma boutique e-commerce la plus grande. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est toi qui le fais, etc. Toi qui as percé, toi qui as tant de business, pourquoi est-ce que les newsletters c'est pas délégué? What? Globalement, dans la plupart des cas, les newsletters c'est délégué, mais depuis qu'on est en galère sur le chantier e-commerce, ça vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, depuis qu'on a des blocages, des actions à forte valeur ajoutée comme les newsletters sur les gros sites, c'est moi qui les fais ou c'est Félix, enfin en tout cas c'est à nouveau des gens très concernés on va dire, plutôt que des prestataires qui vont faire plein de choses. On a des prestataires qui vont en fait en temps normal faire et l'animation de réseau et les newsletters et parfois quelques créatifs publicitaires. Là en vérité, en vue de notre contexte, de la situation qui est un peu délicate, on essaye du coup de maximiser les gains sur ce type d'action et donc les newsletters, là je les reprends. Je dis pas que la personne qui le fait en temps normal le fait mal, donc elle le fait sur un rythme, enfin un niveau de qualité qui est cohérent par rapport au temps qu'elle peut y consacrer. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses à faire. Ce qui est important, c'est qu'elle puisse produire tout ce qu'elle a à faire, cette personne-là, et du coup les newsletters ça en fait partie, mais elle a pas forcément le temps ou même effectivement le recul nécessaire pour faire un truc parfait. Là, en vue du fait qu'il y a pas mal de trucs qui sont à l'arrêt de notre côté, bah ça nous a libéré du temps. Donc comme une newsletter, ça peut vraiment faire pas mal d'argent, surtout sur les grosses boutiques. Donc sur les grosses boutiques, je l'ai récupéré là depuis 6 mois finalement. Donc là c'est moi qui m'y colle. Au-delà de ça, c'est cool aussi, ça permet de revoir les process. Fut un temps, c'était moi qui faisais toutes les newsletters, mais du coup depuis qu'on a avancé, c'est moins le cas. Et donc là, ça permet finalement de remettre les mains dans le cambouis, donc de voir un petit peu comment les outils ont évolué, de voir factuellement le temps que ça prend, etc. Enfin en bref, c'est pas plus mal non plus. Donc voilà, aujourd'hui une newsletter à réaliser, avec du coup comme gros enjeu. Là on l'envoie du coup, enfin je vais la préparer aujourd'hui pour l'envoyer vraiment à la fin du mois. Elle va partir le 29 ou le 30 juin du coup, parce que vous n'êtes pas sans savoir, les moments en e-commerce où on chiffre le plus, c'est à la fin du mois et au début d'un mois, tout simplement parce que les consommateurs, en fait, on leur paye ou en tout cas plus de visibilité sur leurs finances. Enfin, en tout cas, c'est ma petite théorie à moi, mais globalement, moi, ce que j'ai pu observer, c'est une règle un peu générale. C'est le cas aussi chez mes clients. Pour du B2C, j'entends. Généralement, fin de mois, début de mois, ça chiffre pas mal. Donc moi, j'ai systématiquement une newsletter fin de mois, une newsletter début de mois. C'est là où elles sont les plus performantes. Bien évidemment, on a aussi des newsletters au fil du mois, mais là où on rate jamais le rendez-vous, on va dire, c'est vraiment fin de mois, début de mois. On en envoie vraiment une le 28-29, une le 3-4 dans ces eaux-là. C'est là que ça performe le plus. Ça fait penser que là du coup on crève de chaud sur Paname et j'espère que le ventilateur qui est derrière vient pas parasiter le son. Si c'est le cas les gars, désolé, c'est pas cool, mais là j'ai chaud tout simplement. Deuxième action que je dois faire aujourd'hui qui devrait être assez rapide, c'est que je dois faire un devis pour un client que j'ai eu en call hier. En fait tout simplement c'est quelqu'un qui veut faire un site web mais avec une optimisation SEO, avec aussi un démarrage de canaux d'acquisition dans un second temps, etc. En bref on a parlé de plein de choses. A priori il voudrait passer par nous pour plein de choses, mais donc je dois lui pricer tout ça pour qu'il puisse avoir de la visibilité sur ce qu'il peut faire avec ses ressources et ce qu'il doit prioriser, etc. Donc ça c'est un truc que je fais régulièrement, on va dire, dès qu'on a un call de prospection. On a des prix on va dire fixes pour certains services, mais après il y a toujours du sur-mesure selon la singularité du projet. Je vais vous dire un exemple tout con, mais créer un site web, il y a forcément une différence quand on fait un site web sur un thème Shopify déjà existant et qu'on veut rajouter que 10 produits, ou quand on veut faire un site Shopify où on doit tout coder à la main parce qu'il y a plein de fonctionnalités qui sont pas disponibles dans les thèmes, parce qu'on veut un thème très allégé pour qu'il soit le plus rapide possible, donc on veut vraiment tout coder nous-mêmes. Quand on veut rajouter 400 produits, quand on veut mettre un système
système d'abonnement, quand on veut mettre voilà, tout un tas de choses en plus, voilà, il y a forcément une différence de prix. Donc bien évidemment, il y a des tarifs fixes sur certains services, et heureusement. Pour autant, il faut bien considérer que chaque projet a sa singularité et a ses propres enjeux, donc nécessairement, ça peut arriver d'avoir des différences de prix. Donc là, je fais un devis pour ce client-là. Et dans la foulée, j'ai aussi un autre call de prospection aujourd'hui avec quelqu'un du coup qui souhaite créer son site web, et j'en sais pas plus pour l'instant. Simplement quelqu'un qui m'a contacté depuis les réseaux sociaux et qui m'a expliqué que voilà, après avoir fait, il aimerait lui créer son projet et il voudrait passer par des pros pour faire son site. J'en sais pas plus, je lui parle aujourd'hui a priori dans 45 minutes. Ensuite, je dois tourner des vidéos. J'aimerais tourner 2 vidéos aujourd'hui en plus de celle-ci que vous êtes en train de regarder. Il faut savoir qu'à chaque fois, moi, quand je fais des sessions de tournage, je les fais chez moi parce qu'au bureau, il y a trop d'actions. En fait, il y a trop de gens qui passent, etc. Il y a trop même de calls autour de moi, ce qui fait qu'il peut y avoir des bruits parasites. Et j'ai, dans les bureaux qu'on a sur Paris, là, pas de pièces dédiées. C'est l'un des enjeux quand on déménagera, quand on changera de locaux. Vu que, bon, bah, cette chaîne YouTube, elle est toute jeune, elle a 3 mois. Quand on s'est installé dans les locaux actuels, bah, c'était pas du tout quelque chose d'important. C'était pas quelque chose qui comptait pour nous d'avoir une pièce pour tourner. Maintenant, vu la tournure que c'est en train de prendre, la prochaine fois qu'on prendra quand on prendra des bureaux plus grands, a priori, on fera en sorte qu'il y ait une pièce dédiée pour de la réalisation, pour des tournages, etc. Donc là, dès que je tourne chez moi. Donc en fait, là, typiquement, vous êtes dans mon bureau, mais chez moi. Donc c'est pour ça aussi que c'est un peu le bordel et que en vrai, le décor est pas au top parce qu'en fait, ça ne s'y prête pas initialement. Donc à chaque fois, avant chaque début de tournage, j'installe les trucs vite fait pour avoir une petite ambiance quand même, un peu de vert, lumière bleue derrière. Bon, c'est pas incroyable. Je vois ce qui se fait en termes de création de contenu, notamment dans notre thématique, et je vois des gens qui mettent le paquet. Et c'est prévu. C'est juste que pour l'instant, je pense que le fond est plus important que la forme, honnêtement. Mais je vais bosser là-dessus réellement. Et sûrement, ça va s'améliorer. C'est vrai que c'est un peu difficile aussi de se projeter parce que je vais a priori, déjà, je vais régulièrement en Asie et je reste plusieurs mois là-bas. Donc c'est souvent, je fais tourner des vidéos également là-bas. Donc finalement, même si je fais un gros setup ici, dès que j'irai là-bas, il faudra à nouveau que j'ai un autre gros setup. Et il y a des grandes chances que je m'installe réellement là-bas courant 2025. Donc pour l'instant, en plus, tant que la chaîne YouTube n'a pas explosé, j'ai mis ça de côté en mode bon bah le décor, etc. on verra plus tard. Pour l'instant, fais des vidéos, familiarise-toi avec l'écosystème, vois un petit peu comment fonctionne l'algorithme YouTube, vois quelles sont les vidéos qui percent, vois quelles sont les miniatures les plus importantes, les titres qui fonctionnent le mieux, vois ce que pense aussi la communauté, enfin les gens qui vont te suivre de ce que tu produis, parce que ça se trouve, voilà, si ça intéresse personne, bah je me casse quoi, vous avez compris. Mais voilà, du coup pour moi c'est plutôt la découverte de YouTube. Je le reprécise, moi là-bas je suis e-commerçant et la plus grosse lacune de notre équipe c'est justement le côté vidéaste. On délègue tout. L'une des plus grosses dépenses de notre entreprise c'est justement de payer des prestataires qui font de la vidéo et notamment quand on accompagne nos clients pour de la création vidéo, etc. Nous on est là juste en tant qu'experts parce qu'on sait ce dont on a besoin, mais du coup après on fait des cahiers des charges bien précis à nos prestataires préférés, enfin ceux avec qui on travaille régulièrement, presque des associés j'ai envie de dire maintenant, très des partenaires d'affaires réguliers. Mais du coup nous en interne on a vraiment personne dont c'est le métier, et donc là moi quand je me lance sur YouTube vraiment tout est nouveau. Le matériel, enregistrer une bande son ici, une bande vidéo ici, là je fais que des vidéos en impro, mais sur mes shorts j'ai des scripts que je lis donc je vais les écrire, etc. de manière de cadrer, bref tout ça est un métier et avec relativement peu de temps pour le faire. C'est juste qu'effectivement ça va parce que c'est des sujets qui sont quand même très intéressants. Mais donc bon, tout ça pour dire, parce que là je m'égare et cette vidéo du coup va être trop longue si jamais je m'égare trop, que je dois tourner 2 vidéos aujourd'hui, que je les tourne chez moi et donc bah j'aime bien en tourner plusieurs de suite, tout simplement parce que vu que je dois installer voilà tout le setup derrière, etc. bah c'est quand même plus pratique si une fois que j'ai tout installé que je peux en tourner plusieurs. Ensuite, autre action de la journée qui elle finalement va se dérouler tout au long de la journée, c'est de traiter l'ensemble des messages WhatsApp et des mails pour tous les dossiers en cours. Ça en fait si vous voulez c'est tout simplement tous les clients qu'on accompagne actuellement, ils vont avoir des questions, ils vont avoir des problématiques, etc. Et moi j'ai un peu le rôle de chef de projet sur ces trucs là, c'est à dire que par exemple pour la création d'un site web moi j'interviens pas en fait, je connais toute la méthodo et du coup je fais de la mise en relation bien sûr entre mes équipes et le client, et moi en fait j'orchestre tout ça, je fais juste en sorte que tout ça se passe bien, et donc en fait j'ai aussi un rôle on va dire de garde-fou où je surveille les dossiers, je regarde ce qui se passe, ce qui fait qu'un client a toujours une réponse dans la demi-heure, parce que si jamais ça devait être les exécutants qui sont en train de bosser, qui devaient répondre aux messages WhatsApp, etc. de leur client en cours, en fait ils seraient constamment dérangés et ils auraient pas de session de deep work possible, alors qu'effectivement que ce soit pour du code ou pour du web design, ils ont besoin de se concentrer, d'être focus, et du coup les messages c'est moi qui les traite, c'est moi qui vois ce qui est important et ce qui ne l'est pas, et du coup c'est uniquement sur les points dédiés où après je transmets les informations à Félix et à Clément qui sont dans l'exécution finalement. Donc en gros j'ai ces trucs là où toute la journée je dois surveiller un peu les messages WhatsApp, les mails, etc. pour voir ce qui se passe, et c'est aussi toute la partie administrative. En vrai je m'occupe également de compta, des trucs administratifs, de nos structures, donc en gros la paperasse quoi, la paperasse, donc ça je le mets, mais en fait c'est dans toutes mes journées, j'ai de la paperasse et de la gestion de messages quotidiens. Ensuite, parce que je suis quand même un petit peu dans l'exécution, je suis pas juste un branleur, j'ai des trucs à faire aussi.
I don't like where this is going. Je fais un point sur 2 comptes publicitaires Meta parce que bon, c'est moi du coup qui suis dans l'exécution sur la publicité Meta Ads, pas Google Ads. Google Ads c'est Félix, mais Meta Ads c'est moi. C'est ma zone de génie, on va dire. Donc aujourd'hui, et comme régulièrement, je fais un point sur 2 comptes publicitaires Meta Ads. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur chaque compte Meta Ads, faut laisser les campagnes tourner relativement longtemps, je mets des guillemets, avant de tirer des conclusions. Et donc là, tous les 3 jours, on va dire, sur un compte jeune, tous les 3 jours, je regarde ce qui s'est passé dans le détail. Bien évidemment, quand les résultats sont pas là, je regarde tous les jours, rapidement. Mais je fais des gros points et des modifications majeures tous les 3 jours. C'est ce que moi j'appelle des cycles. Dès qu'il y a un cycle qui s'est fini, je regarde. Donc, pour être un peu factuel, je coupe ce qui fonctionne pas, je scale sur ce qui fonctionne et je rajoute des nouveaux tests. En gros, bien sûr, après, il y a plein de trucs, j'analyse les KPI, etc. pour essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de tirer des conclusions sur les créatives les plus performantes, etc. Bref, c'est pas une vidéo sur Facebook. Et donc, je fais des points sur des comptes Meta Ads et généralement, pour des comptes qui dépensent, allez, on va dire 150 € par jour, ce point dure environ 30 minutes. Un peu plus long s'il faut créer des nouvelles créatives, mais généralement, je prends de l'avance aussi, donc j'ai toutes mes créatives qui sont déjà créées. Donc voilà, là, faire un point sur 2 comptes publicitaires Meta Ads, ça va me prendre environ 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Et après, il y a aussi faire du reporting au client. Une fois que moi j'ai fait mes actions sur le compte, je dois faire, moi je le fais généralement avec un vocal de 5 à 10 minutes, où je fais un point auprès du client sur toute mon analyse et ce que je comprends de ce qui se passe. Et ensuite, j'ai, a priori, dans la journée, j'essaie de caler 1 heure au moins de formation. Alors, soit de formation concrète, hein, typiquement des formations sur l'immobilier, des formations sur le e-commerce également, je continue d'en taper. Il faut toujours rester au goût du jour dans son domaine et voir un peu ce qui se fait ailleurs. Mais ça peut être aussi tout simplement 1 heure de contenu YouTube, que ce soit des podcasts, que ce soit des créateurs de contenu dans ma niche, etc. Moi, je m'inspire aussi beaucoup forcément de ce que font des gens dans ma thématique pour traiter des sujets. Moi, je vois des gens qui traitent des sujets que je trouve qui sont très intéressants, mais qui les traitent pas de la manière comme moi je les traiterais. Je sais que par exemple, il y a encore des créateurs de contenu qui font l'apologie des monoproduits et des choses comme ça. Moi, je suis assez critique par rapport à ça. Il y a encore des gens qui me disent que sur Facebook, tu peux démarrer et au bout de 3 jours, tu tires des conclusions sur est-ce que ton produit est bon ou pas. Moi, dans ma méthodologie, c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout. En bref, il y a plein de choses qui se font. Je pense qu'il n'y a pas forcément que des mensonges dans ces trucs-là. Je pense que c'est des gens tout simplement qui ont une expérience différente de la mienne, on va dire. Et je pense aussi qu'il y a des menteurs, ça aussi. Mais du coup, bon, ce qui est sûr, c'est que je vois du coup ces choses-là. Ça me permet aussi du coup d'aller tester des choses régulièrement par rapport à ce que je peux écouter et voir sur YouTube. Et moi-même de mon côté, je retraite le sujet à ma manière par rapport à mon expérience personnelle et ce qui fonctionne sur mes business et sur les business de mes clients. Voilà pour cette vidéo qui est un peu plus longue que ce que je pensais. Donc je pense que j'en ferai d'autres, surtout si ça vous plaît. Le but un peu, c'est plutôt de faire en sorte que vous puissiez vous identifier et voir un petit peu à quoi peut ressembler une journée type quand on est dans le business en ligne, mais en général, et donc encore plus spécifiquement dans le e-commerce, pour être totalement transparent avec vous et voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Faut savoir que généralement, moi, mes journées sont prévues la veille pour le lendemain, c'est-à-dire que avant de terminer ma journée, moi typiquement là c'est pas dans ma to-do, mais donc après tout ça, je vais essayer de me poser la question de qu'est-ce que je peux faire demain comme action concrète pour justement après dès le lendemain arriver un peu léger, parce que je sais déjà ce que je dois faire, ce que je dois aller, enfin ce qui est à prioriser ou non. Des fois je le fais pas et quand je le fais pas, je sens que c'est un peu le chaos. Donc c'est important effectivement de s'organiser, d'avoir un agenda, d'être carré là-dessus. Ça prend pas forcément beaucoup de temps, mais voilà, mettons que c'est 10-15 minutes à la fin de la journée pour préparer la journée du lendemain. Honnêtement, ça fait la différence sur la journée du lendemain. Un peu de clarté. Et ça permet aussi, alors faut pas remplir ces to-do juste pour la remplir. Des fois, faut vraiment mettre ce qui est important, ce qui est nécessaire. Et si des fois ça vous fait des to-do qui sont légères, ça vous laisse des créneaux de réflexion aussi qui peuvent être importants. De dire là je vais réfléchir à quel projet je vais déployer parce que je vois que ça fait 3 jours que j'ai des journées qui sont par exemple un peu légères. Donc je peux finalement entamer un nouveau chantier, attaquer un nouveau projet parce que mes journées sont assez libres. Je sais pas, pour donner un exemple, c'est comme si demain vous étiez en train de vous lancer dans un projet SEO, de créer un site SEO. Pendant un mois, vous allez avoir du taf tous les jours, vraiment du taf. Ensuite, vous allez avoir des toutes petites journées parce que le site c'est bon et le projet il est déployé. Maintenant, c'est de la patience qu'il va falloir. De la patience et de la surveillance. Et donc, le but c'est quand vous êtes dans cette démarche entrepreneuriale business en ligne, c'est de faire des choses quand même en train d'avancer. Donc ce projet-là, mettons, vous avez fini la plupart des actions. Maintenant, vous avez 1 heure par jour de récurrence. Bon, ça vous laisse 7 heures de plus que vous allez du coup pouvoir dédier à d'autres choses. Soit un deuxième site SEO si vous êtes déter, soit développer d'autres canaux d'acquisition pour ce projet, type lancer du Google Ads. En bref, dans l'entrepreneuriat, nos journées à se structure et on doit avoir la discipline de les alimenter et d'être toujours en train de penser au futur, finalement. Bon, je m'arrête là, sinon ça va être trop long. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!